Voilà. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet maintenant et commencer ma présentation sur la cristallographie. Alors, on va d'abord se demander qu'est-ce que c'est un cristal? Qu'est-ce qui caractérise un cristal par rapport à un autre solide? Donc, on va essayer d'observer des cristaux et de répondre à cette question, un petit peu comme l'ont fait à l'époque les premiers chercheurs qui essayaient de répondre à la même question. On va voir que les cristaux, ça pousse, et on va voir comment ça peut pousser. Donc ça, c'est un petit peu de chimie. Que les cristaux, on dit souvent que c'est l'objet parfait par excellence, mais qu'en réalité, les cristaux, ils contiennent plein de défauts. Et on va essayer de voir lesquels et qu'est-ce que ça implique dans les cristaux. Ensuite, je vais vous détailler une technique expérimentale qui est la diffraction des rayons X, qui est une technique centrale et historique pour comprendre la structure des cristaux. Alors, il y a d'autres techniques expérimentales, mais moi, je n'en suis pas expert. Donc, je vais vous expliquer principalement la diffraction des rayons X. Et enfin, je vous montrerai qu'est-ce que c'est la cristallographie aujourd'hui et que c'est une science qui est encore très actuelle, qui répond à des questions très actuelles. Donc. Et pour les gens qui connaissent déjà tout sur tout ce que je viens de dire, vous pourrez tenter de répondre à quelques questions quiz pendant l'exposé que je vais faire. Alors, il n'y a pas énormément de questions, je ne vais pas trop vous embêter avec ça. Mais c'est des questions qui peuvent être surprenantes, même pour ceux qui connaissent bien les cristaux. Voilà. Alors, des cristaux, on en trouve dans la nature. On en connaît tous. J'imagine que si vous réfléchissez au genre de cristaux que vous connaissez vous-même, vous en trouverez pas mal, notamment celui qui revient souvent, c'est le diamant. Donc il y en a qui poussent à l'état naturel dans la nature, on les appelle des minéraux. Donc le diamant, il y a également le quartz, qu'on appelle également le cristal de roche. La calcite, qui est un carbonate de calcium, c'est aussi un élément qu'on trouve chez le vivant. Donc par exemple, les coquilles d'huîtres sont faites avec de la calcite. Et donc on trouve également d'autres types de cristaux, comme la pyrite ici, c'est un sulfure de fer, des béryls, ça c'est des silicates de beryllium. On a d'autres types de silicates ici, les grenats, les zircons, le NaCl. Vous savez tous ce que c'est le NaCl, j'imagine? C'est le sel, oui, merci. Alors on trouve également des roches qui contiennent plusieurs types de cristaux les uns dans les autres, comme le granit par exemple, qui contient du mica, du quartz et du feldspath. Alors on trouve des cristaux un peu plus étonnants aussi dans la nature. Donc ça, c'est des cristaux qu'on trouve dans une grotte au Mexique, qui est la grotte de Naica, où on trouve des cristaux géants qui ont poussé naturellement. Donc vous voyez un petit peu l'échelle de cette photo. Ici, il y a un archéologue qui se promène dans cette grotte. Et donc, c'est des cristaux qui font plusieurs mètres de longueur et qui sont des cristaux absolument fantastiques parce qu'on voit bien qu'ils ressemblent à des cristaux qu'on pourrait avoir à l'échelle de notre main. Ils sont juste énormément plus gros. Alors, ça va m'amener à une première question. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette grotte de Naica. Mais la question, ça va être, à votre avis, dans cette grotte, est-ce que ce sont des cristaux de sel qu'on trouve, des cristaux de sucre ou des cristaux de gypse? Alors, tout le monde sait ça, c'est vraiment très bien. C'est pas évident, mais ce sont des cristaux de gypse également, c'est un sulfate de calcium. Et donc, ils ont mis des millénaires à pousser dans cette grotte. Ce sont des cristaux hydratés, et donc les conditions ambiantes de température et d'eau, en fait, de concentration en eau, sont parfaites pour la croissance des cristaux et elle a duré très longtemps. Alors, des cristaux autour de nous, on en trouve aussi sous d'autres formes. Donc là, j'en ai évoqué quelques-uns qui sont des minéraux. Est-ce que vous pouvez me citer des cristaux qui sont des cristaux du quotidien, mais qui ne sont pas forcément des cristaux qui poussent à l'état naturel? Le sucre, j'ai entendu le sucre là-bas. Effectivement, le sucre, c'est un cristal qu'on utilise tous les jours, mais qui ne pousse pas à l'état naturel. Alors, je vais vous en montrer plusieurs, et je passe à ma deuxième question du quiz. Donc ici, je vous montre du diamant. Alors, on n'en a pas tous à la maison, hein, moi, j'en ai pas personnellement. Des panneaux solaires en silicium monocristallin, des verres en cristal de nos armoires, ou pas, hein, tout le monde n'en a pas à la maison. Du sel, un flocon, donc là c'est de la glace, c'est fait avec de l'eau, hein, donc. Du sucre, un médicament solide, une mine de graphite, et ici un
un sulfate de cuivre. Alors ça, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est et ça ne nous entoure pas forcément beaucoup. Mais à votre avis, lequel de tout cela ne peut pas être, au sens du cristallographe, un cristal? Le verre. Alors effectivement, c'est la bonne réponse. C'est le verre en cristal de nos armoires. Alors on l'appelle le verre en cristal. Et pourtant, ce n'est pas un cristal au sens du cristallographe, en tout cas celui qu'on trouve maintenant dans nos armoires, parce qu'il fut un temps où on taillait le quartz, le cristal de roche, pour fabriquer des objets. Ça pouvait être des verres, ça pouvait être des lustres. Et donc, par exemple, à Versailles, vous pourrez trouver des lustres qui sont vraiment taillés dans le quartz. Mais actuellement, en fait, on ne fait plus ça, parce que le quartz est très dur, et on a un moyen beaucoup plus simple de faire un objet transparent d'une grande pureté. C'est le cristal, c'est un verre qui contient du plomb, et le verre n'a pas une structure de cristal au sens où on l'entend, et comme je vais vous le décrire maintenant. Voilà. Donc les cristaux nous entourent dans notre quotidien. Ici on voit du sel, du sucre. Là on voit des cristaux de calcite. Alors je peux vous en faire passer de la calcite, j'en ai ici. Donc, vous pouvez vous amuser à regarder ce cristal-là, qui est un cristal qui n'a pas été coupé, hein. Donc vous allez voir qu'il a une forme bien particulière. Et ce cristal pousse naturellement, tout simplement, et il a une forme particulière naturellement. Alors, la question qu'on va se poser, c'est ces cristaux-là, qu'est-ce qui fait que ce sont des matériaux spéciaux par rapport à d'autres solides? Alors, on peut en observer certains aussi au microscope. Là, vous pouvez le tenir dans la main, celui-là, mais on peut les regarder aussi au microscope. Donc là, j'ai apporté un petit microscope qui est connecté à mon ordinateur. Et donc, vous voyez ici des petits cristaux de sulfate de cuivre. Alors, ces petits cristaux-là, eh ben, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Qu'est-ce qu'on voit de particulier quand on regarde ces cristaux-là? Leur forme. Alors, il y a effectivement quelque chose de typique quand on regarde ces cristaux-là, c'est que eh ben, il y en a plusieurs, ils ont tous la même forme. Et ils ont poussé comme ça. Donc ceux-là aussi, c'est Amélie Lecky qui les a fabriqués. On prépare une solution, les cristaux poussent naturellement, et ils poussent naturellement tous en ayant la même forme ici. Donc ça, c'est assez fantastique quand même. On peut regarder d'autres cristaux. Alors ces petits cristaux-là, ça, ce sont des cristaux de sucre. Et ces cristaux de sucre, encore une fois, on voit qu'ils sont un peu tous de la même forme. D'accord? Alors, je vais vous montrer un autre exemple. C'est ici du phosphate double de potassium, qu'on appelle plus communément du KDP. Voilà. Alors, celui-là, il est vraiment transparent, donc on voit peut-être un peu moins. Donc, on voit ici un de ces cristaux, là. Donc, on voit qu'il a une pointe. Celui-là, eh ben, il a aussi une pointe. Hein, vous voyez, si on en regarde d'autres également. Et donc, ils ont ce qu'on appelle des facettes. Donc, les cristaux, ce qui les caractérise très souvent, c'est leur forme et le fait qu'ils ont des facettes. Et donc, ça, c'est quand même étonnant. Pourquoi certains matériaux solides vont se mettre à pousser en ayant des formes typiques et des facettes, alors que d'autres non? Alors, c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui, hein. Vous vous en doutez. C'est une question qui date même d'il y a très longtemps. En fait, depuis qu'on trouve des écrits antiques, les philosophes comme Aristote, Platon, Pline l'Ancien décrivaient déjà les cristaux et s'interrogeaient sur la nature, la structure des cristaux. Qu'est-ce qui fait que ces matériaux sont différents d'autres matériaux? Alors, on va faire un bond dans le temps. Effectivement, dans l'Antiquité, on se posait beaucoup de questions, mais il y avait aussi beaucoup de mysticisme. Donc, les gens aussi attribuaient des vertus aux cristaux. Puis ensuite, dans le Moyen-Âge, on a continué à étudier les cristaux, mais cette fois-ci avec plutôt une empreinte divine sur la formation des cristaux. Et on va directement aller à ce monsieur-là qui s'appelle René Justaï, qui est un peu considéré comme le père de la cristallographie. Alors, c'est un Français, hein, il se trouve. Il y avait un contemporain de René Justaï qui s'appelait Romée de Lille et qui lui aussi étudiait les cristaux de manière presque scientifique, puisque finalement,
il s'interrogeait sur pourquoi les cristaux ont des facettes en faisant des mesures. Donc, notamment, il calculait, il mesurait les angles entre les facettes. Pour ça, ils se sont servis d'un appareil qu'ils ont fabriqué eux-mêmes, hein, qu'un collègue de Romée de Lille a fabriqué. C'est un goniomètre dont on peut se servir encore aujourd'hui pour mesurer les angles entre les facettes. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que d'un cristal à un autre cristal qui a la même espèce chimique, on trouvait toujours les mêmes angles entre les facettes. Et donc, il y avait une loi de constance des angles dans les cristaux. Alors, René Juste-Ahuy, lui, il a étudié de la calcite, hein, c'est le cristal que vous êtes en train de faire passer dans la salle. Et donc, il mesurait les angles de la calcite. Et à force de le manipuler, ce cristal, M. Ahuy l'a fait tomber. Bon, c'était pas ce qu'il voulait faire, hein, manifestement, mais il a quand même fait une expérience, du coup, fortuite, et il s'est rendu compte qu'en faisant tomber son cristal de calcite, évidemment, il s'est brisé en plusieurs morceaux, et il s'est rendu compte que les fragments de la calcite avaient la même forme, à peu près, que son cristal d'origine. M. Ahuy, qui n'était pas idiot, donc, s'est posé la question, pourquoi les deux fragments ont la même forme? Ça ne peut pas être un hasard. Il s'est dit casser pour casser, je vais continuer l'expérience. Il a répété l'opération et il a fait plusieurs fragments de son échantillon qui avaient tous la même forme, qui pouvaient tous être décrits de la même manière. À votre avis, qu'est-ce qu'il s'est dit, M. Ahuy? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu continuer. Mais il s'est dit, à un moment donné, si je continue cette expérience, que je la répète encore et encore, il y a bien un moment donné où je vais arriver à avoir des fragments tellement petits que je ne vais plus arriver à les briser en plus petits morceaux. M. Ahuy, c'était un atomiste. Lui, il considérait que la matière était faite d'éléments, de briques élémentaires qui étaient indivisibles. Et donc c'est ça qu'il a introduit pour les cristaux. C'est ça l'idée géniale qu'il a eue, c'est qu'il a compris en fait que les cristaux, ils étaient faits avec des briques élémentaires que lui a appelées des molécules intégrantes. Hein. Je vous rappelle qu'à son époque, on ne connaissait pas l'atome. Et donc, il s'est dit qu'il devait y avoir une molécule intégrante qui était une petite brique élémentaire qui une fois empilée, donnait une forme de cristaux. Alors ça n'expliquait pas encore pourquoi on avait des facettes, mais lui a compris que si on empile des briques les unes sur les autres, comme pour faire un mur, eh ben, on pouvait aussi avoir des facettes. Donc il a réalisé des modèles en bois, il a réalisé énormément de gravures aussi, où il a pu montrer qu'en empilant ici des briques élémentaires comme des cubes, eh ben, on pouvait aboutir à des facettes qui étaient bien déterminées d'un point de vue des angles. Et donc c'est une des premières fois où, en faisant l'hypothèse atomiste d'une brique élémentaire indivisible, on arrivait à expliquer quelque chose sur les cristaux, à expliquer qu'ils ont des facettes bien déterminées. Alors c'est quelque chose, pour en avoir une autre image, qu'on peut retrouver sur les pyramides d'Égypte, par exemple. Si on les regarde de très loin, on a l'impression qu'elles ont des faces lisses. Mais si on s'approche un peu plus près, on voit que cette pyramide, elle est constituée de blocs élémentaires qui ne sont pas des blocs qui ont une face qui est celle de la face externe qu'on a l'impression de voir à la fin, mais qui sont des blocs qui peuvent être des blocs, des pavés, tout simplement, qui n'ont pas du tout les mêmes faces que la face de l'objet final que l'on voit. Voilà. Et bien, M. Ahuy avait compris, en fait, que finalement, les cristaux sont des empilements de briques élémentaires qui sont, on le sait maintenant, constitués d'atomes, comme cette structure-là. Et cette structure-là, c'est un empilement d'atomes. Alors, ils ont été modélisés en rouge et en gris. Est-ce que vous savez ce que c'est comme structure? C'est le sel, effectivement. Donc, le sel, c'est un empilement d'atomes de sodium et de chlore, avec, en fait, c'est un cristal ionique, on dit, hein, ce sont des ions chlore et des ions sodium qui vont se mettre alternativement sur les positions d'un cube. Et donc ça, c'est la molécule intégrante, je dirais, de M. Ahuy, qui, une fois répétée dans les 3 dimensions de l'espace, va redonner un cristal macroscopique qui présentera des facettes et qui est le cristal de sel que l'on connaît. Donc là, on a empilé des atomes pour fabriquer un cristal, mais en fait, on peut empiler autre chose que des atomes, on peut empiler des objets un peu plus complexes, comme des molécules. Donc ici, je vais vous montrer un empilement de molécules assez simples, qui sont des molécules d'eau. Ces molécules d'eau, on sait tous que c'est H2O, donc il y a 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène qui sont liés entre elles.
entre eux, pardon. Et si on commence à faire en sorte qu'on va faire croître des cristaux, comme ici c'est le cas, hein. Donc là c'est un artiste, Vyacheslav Ivanov, qui a fait ce magnifique film de formation de cristaux de glace, qu'on appelle des flocons aussi, hein. Eh bien, on voit qu'on arrive à une structure qui est toujours avec des caractéristiques similaires, notamment les flocons ont tous 6 branches, et ça c'est pas innocent, c'est parce que la structure de la glace sous-jacente du premier cristal de glace qui se forme au centre, c'est un cristal hexagonal, c'est-à-dire que les molécules d'eau se mettent au sommet d'hexagone ici et construisent une structure tridimensionnelle globalement hexagonale. Voilà. Alors, en fait, ça c'est une des structures de la glace qu'on connaît, mais on en connaît d'autres. Donc nous, ça c'est celle que l'on obtient aussi quand on met de la glace au congélateur. Mais si on change un petit peu les conditions, on peut avoir d'autres formes de glace, et ça m'amène à une autre question. C'est à votre avis, combien de structures de glace connaît-on actuellement? Alors si on veut explorer les autres formes de glace que l'on connaît actuellement, il ne faut pas seulement changer la température à pression ambiante, mais il faut aussi faire changer la pression. Donc en explorant énormément de pressions différentes et énormément de températures différentes, on explore ce qu'on appelle le diagramme de phase de l'eau, et on connaît plein de formes de glace. Alors qui dit qu'on en connaît 5? Qui dit qu'on en connaît 15? Qui dit qu'on en connaît 25? Et qui ne se prononce pas parce que... D'accord. La bonne réponse, c'est 15 formes de glace, c'est déjà énorme, hein. Donc ça, c'est ce qu'on connaît actuellement. Les formes 13, 14 et 15 ont été découvertes il n'y a pas très longtemps, en réalité. Et elles se trouvent dans des régions très fines du diagramme de phase, donc il faut vraiment aller explorer finement ce diagramme de phase. Alors là, je vous le présente, ce diagramme de phase. Sur un axe, ici, on a la pression. Donc quand on augmente la pression, on se déplace dans ce sens-là. Ici, on augmente la température dans la direction horizontale. Nous, à pression ambiante, pardon, on se déplace sur cette ligne quand on augmente la température. On reconnaît ici le 0 degré, qui est la température de transition entre la glace solide et la glace liquide. Donc là, c'est la forme hexagonale. Et à 100 degrés, on passe à l'état vapeur, évidemment. Donc voilà, quand on explore ce diagramme de phase, on trouve énormément de structures de glace. Alors je vais continuer dans la fabrication de cristaux de toutes sortes, et je vais prendre une molécule un petit peu plus complexe. Ici, c'est la molécule de sucre, de saccharose. D'accord ? Et bien, de la même manière, la molécule de saccharose va pouvoir être empilée régulièrement et très périodiquement pour former des cristaux de glace. De sucre, pardon. C'était pour voir si vous suiviez, mais... Bon, on peut prendre des molécules encore plus complexes comme les beaux cristaux bleus. Alors, je ne vous en avais pas fait passer de ces cristaux bleus. Les cristaux de sulfate de cuivre. Je vous invite, je vais commencer par là. Les cristaux de sulfate de cuivre hydratés. Il n'y a que ceux-là qui sont bleus. Les cristaux déshydratés sont blancs. Donc, ils sont constitués de molécules beaucoup plus grosses, hein, déjà. Et ils vont se mettre également à l'intérieur d'une brique élémentaire qui va se répéter. Donc c'est toujours la même opération. D'accord ? Eh bien, je peux faire ça avec des molécules encore plus complexes. Et je peux prendre, cette fois-ci, une molécule qui peut contenir des centaines, voire des milliers d'atomes, comme des structures de molécules biologiques que sont les protéines. Eh bien, j'ai tout à fait le droit de dire que ces molécules biologiques qui sont énormes, je vais les empiler les unes sur les autres de manière très régulière. Et si j'arrive à faire ça, j'arrive à faire un cristal de protéines. Alors je pense que les biocristallographes m'envient beaucoup en empilant comme ça sur un écran des molécules biologiques, parce qu'eux, ils peuvent passer des années à essayer de fabriquer un cristal de protéines. Donc dans la vraie vie, ça ne se fait pas aussi facilement que ça. Il faut trouver exactement les bonnes conditions pour que les molécules biologiques puissent s'empiler correctement et surtout que le cristal à la fin tienne. Alors comment je vais décrire ce cristal? Eh bien, je vais le décrire exactement comme n'importe quel autre cristal. Il se trouve juste que la brique élémentaire que je dessine ici contient beaucoup plus d'atomes que dans un cristal de sel. D'accord? Alors ici, j'ai choisi cette brique élémentaire. Vous voyez, en fait, elle contient un atome. Ce n'est pas facile à voir. Je peux choisir de la prendre ici, par exemple. Donc cette brique élémentaire, si je veux vraiment définir mon cristal, il faut aussi que je définisse à l'intérieur où sont les atomes. Donc ici, j'ai fait le choix de prendre cette brique élémentaire, et si je l'empile, je retrouve tout mon cristal.
Ici, là, j'ai 4 petits morceaux de la molécule qui, mis ensemble, forment une autre molécule. Mais je pourrais prendre une autre brique élémentaire. J'ai tout à fait le droit de dire que ma brique élémentaire, c'est cette fois-ci un rectangle, et que dans ce rectangle, eh ben, je vais mettre un autre motif d'atome. Ce motif d'atome, ici, c'est en fait 2 molécules biologiques, une au centre et une constituée par les 4 autres morceaux. Ou bien prendre encore une autre forme de brique élémentaire. Cette fois-ci, c'est un hexagone qui contient 3 molécules biologiques. Bref, je peux décrire mon cristal de plusieurs manières, mais à la fin, c'est quand même toujours le même. Et ça va nous amener à la première définition de cristal. Un cristal, c'est un empilement périodique jusqu'à l'infini de briques élémentaires, que nous on appelle des mailles, qui contiennent toutes le même motif d'atome. Voilà. Donc ça, c'est la première définition du cristal, et je vous montrerai qu'en fait, elle n'est pas complètement exacte et que ce n'est pas la définition qu'on utilise actuellement. En réalité, des briques élémentaires, donc je vous ai montré que là, on peut en choisir plusieurs. Dans un cristal à 3 dimensions, on peut choisir plusieurs types de briques élémentaires, mais il y a un choix limité. En fait, il n'y a que 7 briques élémentaires qu'on peut décorer différemment. Ça nous amène à 14 réseaux différents, qu'on appelle des réseaux de Bravais. Mais on n'a pas le choix. Si on veut paver périodiquement l'espace jusqu'à l'infini, avec une seule brique élémentaire, on est obligé d'utiliser soit des cubes, soit des pavés de ce genre-là, soit des structures avec des hexagones sur une des faces, soit ce qu'on appelle des rhomboèdres, c'est des cubes qui sont allongés par la grande diagonale, soit un autre type de pavé, soit des systèmes un peu moins symétriques que les autres formes ici. Voilà. Alors, maintenant qu'on a vu en gros qu'est-ce qu'il y avait dans un cristal, on va se demander comment on peut fabriquer un cristal. Parce que vous avez vu qu'il y a des cristaux naturels, mais il y a des cristaux qu'on peut fabriquer aussi, comme le sucre. Ici, cette année, les élèves ont dû fabriquer des cristaux de sulfate de cuivre. Et en fait, en faisant des essais, si vous essayez à la maison, vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas obtenir tout à fait le même résultat. Pourtant, vous allez suivre à peu près la même recette, qui consiste, donc ici c'est une courbe qui représente la solubilité du sulfate de cuivre dans l'eau. L'idée de l'expérience va être de prendre de l'eau, de mélanger du sulfate de cuivre dedans et d'attendre. Bon, si on fait que ça, en fait, et qu'on arrive à tout dissoudre, il ne va pas se passer grand-chose. On aura dissous le sulfate de cuivre et il ne va pas vraiment recristalliser. Pourquoi? Parce que si on arrive à tout dissoudre, on n'est pas en excès. Donc si on veut se placer dans des conditions d'excès, où l'excès de matière qu'on a apporté va pouvoir cristalliser, il faut qu'on passe à une température plus élevée, où on va pouvoir tout dissoudre, et ensuite repasser cette barrière ici de solubilité pour être dans une région d'excès. Donc ce que vous allez faire en réalité, c'est que vous allez chauffer votre eau, vous allez mélanger votre solution jusqu'à ce que vous n'arriviez plus en dissoudre, et vous allez laisser refroidir votre mélange jusqu'à apparition de cristaux. Sauf que si vous faites ça, suivant la température où vous commencez et la température à laquelle vous arrivez, eh ben, vous allez obtenir des résultats différents. Pour essayer de comprendre ça, je vais faire une expérience simple. Je vais prendre une molécule intégrante. Donc cette molécule intégrante, s'il y a des parents dans la salle, vous savez que c'est des bûchettes de jeux d'enfants, hein, d'accord? Et donc je vais vouloir fabriquer un cristal avec ces molécules intégrantes-là. Comment m'y prendre le mieux possible? Eh bien, je vais en prendre plusieurs pour faire un cristal, c'est mieux. Si je fais ça, il y a de fortes chances que je n'arrive pas à avoir un résultat satisfaisant. D'accord? Si je veux avoir un résultat satisfaisant, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Si je veux avoir un beau cristal, eh ben, il va falloir que je les prenne un par un, que je les mette bout à bout, et donc que je prenne le temps de fabriquer un beau cristal, d'accord, bien formé. Ça, c'est le cauchemar des parents quand, à l'heure du coucher, on se rend compte que les bûchettes sont toutes en vrac et qu'il faut les remettre dans la boîte. Parce que le temps qu'on va passer à les mettre bien toutes dans la boîte, ben, ce ne sera plus l'heure normale d'aller au lit. Donc, si je veux faire ça, il va falloir que j'aille doucement. En physique, la quantité qui fait qu'on fait bouger les choses, moi je le fais bouger avec ma main, mais en physique, dans une solution, il n'y a pas des mains qui mettent les molécules intégrantes au bon endroit. C'est la température qui va faire bouger les molécules plus ou moins vite. Donc, si je veux que ça aille lentement, il va falloir que les variations de température soient suffisamment lentes. Si je vais trop vite, si je fais des chocs de température trop rapides, eh ben, je vais arriver à un résultat qui n'est pas un beau cristal comme celui-là avec des belles facettes, mais un cristal qui est formé de plein d'autres petits cristaux. D'accord?
Donc c'est ça l'idée de la croissance cristalline. En gros, pour obtenir un beau cristal, il faut que la croissance se fasse tout doucement pour que chaque molécule puisse aller à la bonne place dans le cristal. Alors je peux vous montrer quelques vidéos qui ont été réalisées par des collégiens de 5e du collège d'Igny de Saint-Nicolas, où ils ont fait croître du sulfate de cuivre et ils observent ça à la binoculaire. Et donc là, vous voyez un temps qui a été multiplié par 2. On voit encore que ces mêmes cristaux, qui sont les cristaux bleus que je vous ai montrés, qui apparaissent ici en fait en gris, ont la forme que je vous ai montrée tout à l'heure. Hein. Donc encore une fois, on change d'endroit, hein, on n'est plus à Orsay, on est à Igny, mais les cristaux poussent pareil quand même, avec la même forme. Et ici, c'est une autre petite vidéo qui a été réalisée par un étudiant stagiaire au laboratoire de physique des solides. Là, c'est en couleur, mais c'est un peu moins joli peut-être. Et on voit les cristaux de sulfate de cuivre qui poussent aussi. Et parfois, ils se rencontrent. Et quand ils se rencontrent, eh ben, c'est deux cristaux qui ne sont pas orientés de la même manière, qui vont s'entremêler les uns dans les autres. Ça, on appelle ça des macles. D'accord ? Là, on voit qu'effectivement, il y a des cristaux qui poussent les uns dans les autres. Donc ça ne va pas être ce qu'on appelle un seul cristal, on appelle ça un monocristal quand c'est un seul cristal. Ça va être ici un polycristal qui est fait de plusieurs cristaux différents. Voilà. Je vois que David s'endort un peu, alors on va poser une petite question pour se réveiller. À votre avis, on peut faire cette expérience en fait avec autre chose que du sulfate de cuivre. Évidemment, on peut mélanger du sucre, on peut mélanger du sel, vous pouvez le faire à la maison, ça marche très bien. À votre avis, si je veux faire l'expérience avec du sucre, je vais prendre du saccharose et je veux le dissoudre dans 1 litre d'eau à température ambiante, eh bien combien de sucre est-ce que je vais pouvoir dissoudre dans mon eau à 20 degrés? Est-ce que c'est 100 grammes de sucre? Est-ce que c'est 800 grammes de sucre? Ou est-ce que c'est 2 kilos? Déjà, lui, il n'a pas pris la bonne recette, il n'a pas eu la consigne, c'était à 20 degrés, hein, je ne sais pas si vous avez vu. Et lui, il fait chauffer, alors ça ne va pas marcher. Alors, qui dit 100 grammes? Qui dit 800 grammes? Oui. Et qui dit 2 kilos alors? 2 kilos, mais c'est énorme. En fait, vous avez raison, c'est bien 2 kilos. Si vous voulez mélanger du sucre dans 1 litre d'eau, il va vous falloir vous prendre 2 kilos de sucre. C'est assez impressionnant et à la fin, évidemment, le volume n'est plus le même. Hein. Voilà. Alors, les collègues de l'Institut de chimie moléculaire et des matériaux d'Orsay font aussi de la croissance cristalline. Pour ça, ils doivent évidemment chauffer leurs échantillons. Mais ils le font d'une manière à aller à des températures extrêmes. Et ils font ça avec ce qu'on appelle un four à images. Donc ça consiste à chauffer des matériaux en utilisant de la lumière concentrée en un point. Pour faire ça, on utilise un miroir parabolique. Donc si vous mettez une casserole au foyer d'une parabole, vous allez arriver à faire cuire de l'eau, par exemple. Alors eux, ils utilisent un système dans lequel ils ont 4 paraboles. Ici, il est ouvert, il y en a 1, 2, 3, 4. Sur chaque parabole, ils vont mettre une lampe qui va envoyer de la lumière, évidemment, une source de lumière. Et le foyer de ces 4 paraboles est le même, et c'est l'endroit où ils vont placer un échantillon. Ici, cet échantillon, c'est un barreau, hein, que vous voyez là, qui a une poudre compactée. La lumière va arriver ici et va faire fondre ce barreau de poudre. Et ce barreau de poudre, donc ici, vous avez ce qu'on appelle un polycristal, hein, c'est une poudre compactée. Ici, vous avez un liquide, on a réalisé la fusion de ce cristal. Et en bas, on va avoir solidification sous forme d'un cristal. Donc là, petit à petit, on a le polycristal qui tourne, chauffé par le four à images, il devient liquide. Et on va avoir ici, à l'interface entre le solide et le liquide, croissance d'un cristal qui sera un cristal le plus parfait possible. Donc voilà comment ils font pour réaliser des cristaux qui sont beaucoup plus complexes que des cristaux comme les cristaux de sel. Voilà. Alors, si on veut arriver à un bon résultat, quand on veut fabriquer un beau cristal, on a envie d'avoir un cristal qui est bien décrit par notre modèle de mailles qui s'empilent jusqu'à l'infini. D'accord ? Et si on veut faire ça, eh ben, il ne faut pas qu'il y ait de défauts. C'est-à-dire qu'ici, il ne faut pas qu'il manque des atomes, il ne faut pas qu'il y en ait qui soient tournés les uns par rapport aux autres, etc. Et pourtant, les défauts, dans les cristaux et dans les minéraux, on en trouve plein, tout le temps. Donc si vous avez regardé les cristaux de calcite que je vous ai fait passer, vous avez dû voir qu'ils ne sont pas complètement translucides. Il y a des endroits où on voit à l'intérieur comme s'il y avait des choses. Hein, mais en fait, ça, c'est des défauts de la structure. Alors, c'est vrai aussi pour des minéraux comme le quartz. Donc le quartz, il n'est pas toujours
extrêmement translucides, notamment à l'état naturel. Il y a toujours des espèces chimiques qui vont aller se loger dans le cristal et faire des choses qui ne sont pas vraiment du quartz. Et parfois, il peut y avoir par exemple du fer à la place du silicium dans le quartz SiO2. Et si vous faites ça, si vous trouvez quelque chose comme ça, c'est plus ce qu'on appelle du quartz, c'est de l'améthyste. Ça donne une magnifique couleur violette au quartz. Si vous mettez à la place, si vous ajoutez de l'oxyde de fer dans du quartz, vous allez obtenir un autre cristal qui s'appelle de la citrine. Donc en fait, les défauts rendent aussi les cristaux différents et ils peuvent être tout à fait beaux. Alors j'aime beaucoup cette citation de Frédéric Charles Franck qui est « Les cristaux sont comme les humains, ce sont leurs défauts qui les rendent intéressants ». J'ajouterais qu'il ne faut pas trop de défauts non plus. Les saphirs, c'est pareil. Alors le saphir, c'est un oxyde d'aluminium. Si dedans on trouve du fer et du titane en plus, il va être bleu. Si c'est seulement du fer, il va être jaune, etc. Donc les couleurs des cristaux sont déterminées par des défauts de la structure initiale du cristal. Pareil pour l'émeraude, qui est en fait un béryl, c'est un silicate de beryllium. Et s'il y a du chrome, du vanadium ou du fer, ça va être de l'émeraude. Alors des défauts, ce n'est pas seulement des défauts comme là où on va remplacer une espèce par une autre qu'on peut trouver dans la nature. Ça, c'est ce qu'on appelle des défauts à zéro dimension. C'est-à-dire que c'est juste ponctuellement, on va remplacer un atome par un autre, comme c'est le cas ici, dans une structure, on met en rouge à la place d'un bleu. Ou bien on va rajouter un atome dans une structure d'atomes bleus. Là, on fait une inclusion, ça s'appelle. Ou bien, c'est un interstitiel. Ou bien on peut enlever un atome dans une structure. Donc on prend un réseau d'atomes, on en enlève un, on appelle ça une lacune. Très souvent, ça va donner lieu à de la couleur dans les cristaux. Mais il y a des défauts qui sont autre chose que des défauts ponctuels, qui ne concernent qu'un atome localisé. Ça peut être des défauts qui sont des lignes complètes. Donc là, c'est le cas d'une dislocation. Donc on prend une structure qui est au départ un réseau d'atomes, et on va enlever un demi-plan ici. Et si vous faites ça, vous vous rendez compte que vous créez un défaut suivant une ligne qui est perpendiculaire au tableau. Ça s'appelle une dislocation. Les désinclinaisons, je ne vais pas trop en parler. On peut aussi faire des défauts à 2 dimensions. Donc, le cristal étant en principe un empilement jusqu'à l'infini d'atomes, si on s'arrête à un endroit, on fait ce qu'on appelle une surface. C'est aussi un défaut. Donc là, les atomes qui sont à la surface, ils ne voient pas d'autres copains de ce côté-là, mais ils en voient de ce côté. Et donc, ils vont pouvoir avoir une structure qui est différente à la surface par rapport au volume. On peut aussi avoir des fautes d'empilement. Alors, les fautes d'empilement, je peux vous les montrer un peu mieux sur mon petit objet qui est là. Alors, voilà. J'ai trop de choses ouvertes. Toc. Donc là, je vais vous le faire passer. C'est des petits empilements de billes métalliques. Et quand vous essayez d'empiler des billes métalliques, vous fabriquez en fait un cristal de billes métalliques si jamais vous arrivez à les empiler correctement. Alors, moi j'en ai un exemplaire ici. Cet exemplaire qui est ici, il est éclairé par derrière par une caméra, par une lampe, et je le regarde avec une caméra ici. Vous pouvez le voir comme ça. Eh bien, si je regarde mon empilement de billes, il y a des endroits où les billes sont empilées parfaitement, et il y a des endroits où on voit qu'il y a des lignes comme ça. Ces lignes-là, en fait, c'est parce qu'on n'a pas fait un empilement correct à cet endroit-là. On a créé ce qu'on appelle une faute d'empilement. À cet endroit-là, on aurait dû avoir des billes qui tombent exactement dans les trous d'à côté. Eh bien là, ce n'est pas le cas. On appelle ça une faute d'empilement. On trouve d'autres, donc là c'est un domaine, on appelle ça un domaine qui est parfaitement ordonné. Ici on a encore une faute d'empilement, là aussi. Et là, on a un bazar d'atomes, d'accord ? Donc si on regarde ce grain-là qui est bien cristallisé et ce grain-là qui est bien cristallisé, si on regarde bien, ils ne sont pas orientés de la même manière. Et entre les deux, on va trouver un petit bazar d'atomes qui s'appelle un joint de grains, d'accord ? Donc dans les cristaux, on trouve tout ce genre de choses-là, en plus des espèces chimiques qui sont rajoutées et qui leur donnent des couleurs, par exemple. On va trouver toute cette zoologie de défauts, d'empilement, de structures. Et ça a une importance capitale, notamment les fautes d'empilement et les dislocations, parce qu'elles expliquent les propriétés mécaniques des matériaux. Si on arrive à faire se déplacer ces défauts-là, les dislocations et les fautes d'empilement, on va pouvoir déformer l'objet.
si on les oblige à ne pas se déplacer, ces défauts, eh ben on va créer un matériau qui va être fragile. Alors, on ne va pas pouvoir le tordre, et si on arrive à une certaine limite, il va au contraire se casser, s'emplier. Voilà. Alors, moi je vous raconte tout ça sur les atomes qui s'empilent les uns sur les autres, mais vous n'êtes pas obligé de me croire, hein, après tout. Vous les avez vus les atomes? Vous les avez vus les atomes, vous, quand vous avez pris les cristaux? Christian les a vus sûrement, mais il a des yeux spéciaux. Donc si vous regardez de près les atomes, les cristaux, évidemment, vous ne voyez pas les atomes. Donc, pourquoi on ne les voit pas d'abord? Parce qu'ils sont trop... Ils sont trop petits. Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut voir quelque chose qui est trop petit? On prend... Alors quand on est normal et qu'on ne travaille pas au laboratoire de physique des solides, on prend d'abord une loupe ou un microscope. Alors c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je crois que vous n'avez pas vu les atomes non plus avec un microscope. Optique, je précise. Alors on se creuse encore la question, on se creuse encore la tête, on se pose des questions, et Christian nous a donné la réponse. On peut utiliser un microscope électronique, qui est un microscope qui permet de voir les atomes, ou au moins des colonnes d'atomes, en utilisant des électrons. Alors c'est une technique qui est extrêmement puissante, qui est utilisée ici au laboratoire des physiques des solides, et c'est une des méthodes un peu coûteuses de voir des atomes. Une autre méthode, c'est de voir des atomes à la surface des objets. On peut utiliser ce qu'on appelle un microscope à effet tunnel. Donc on va déplacer une pointe à la surface d'un cristal, et cette pointe, elle va être sensible aux électrons, donc les charges qui se baladent dans le cristal. Et à chaque fois qu'on rencontre une position atomique, en général, on a un peu plus d'électrons, et donc ça va nous permettre de voir où est-ce qu'on a des atomes. Alors ça, c'est une technique qui ne peut voir que la surface. Moi, je vais vous parler d'une autre technique pour voir des atomes. Alors on ne les voit pas comme on les voit là, hein. Je vous le dis tout de suite. C'est une méthode un peu indirecte, mais qui est la méthode historique qui a permis de comprendre comment les cristaux sont formés d'un point de vue atomique, de la structure atomique. Et cette technique, c'est la diffraction des rayons X. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis désolé de dire 3 gros mots d'affilée, diffraction et rayons X. Et je vais tenter de vous expliquer ce que c'est. D'abord, le premier mot, c'est la diffraction. Alors, la diffraction, qu'est-ce que c'est? Ceux qui utilisent ça tous les jours ne sont pas conviés à donner la réponse, mais ceux qui ne connaissent pas la diffraction, est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être exactement? Marie-France, tu as une idée? Tu l'utilises tous les jours, d'accord. Depuis 15 jours. Alors, la diffraction, c'est un phénomène physique qui fait intervenir la lumière. Donc je vais prendre de la lumière. C'est un faisceau laser. Et vous avez peut-être déjà vu le même phénomène avec la lumière du soleil, parfois, se produire, ou bien un lampadaire dans la rue. Et quand vous regardez cette lumière à travers un rideau, vous avez peut-être déjà vu le phénomène de diffraction. Alors, si vous ne l'avez pas bien remis en tête, je vais vous le remontrer. Donc, j'ai pris un rideau. C'est le rideau de Marianne, en fait. Je prends ma lumière, que ma lumière du soleil ou mon lampadaire, c'est vrai, tout le monde voit bien. Et je vais mettre le rideau entre les deux. Qu'est-ce que je vois par rapport à avant? Une croix. C'est tout? Et une petite croix. Et qu'est-ce qu'on voit sur les branches de la croix? Que j'arrête de trembler. Alors, là, ça va mieux? Donc, qu'est-ce qu'on voit sur les branches de la croix? On voit que c'est entrecoupé. On voit comme des stries. Et ces stries-là, eh bien, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'ombre du rideau, à votre avis? Ah, ça ressemble pourtant, hein. Alors, ça ne peut pas être l'ombre du rideau, effectivement, parce que là, j'ai un faisceau qui est tout petit, et quand ma lumière rencontre le rideau, tout d'un coup, elle est beaucoup plus étalée. Donc, ce phénomène-là, ça ne peut pas être simplement l'ombre, effectivement, du rideau, c'est un phénomène différent, et c'est ce phénomène qu'est la diffraction. Alors, là, j'ai pris un rideau, mais je peux prendre... Donc, un rideau, c'est quoi, hein, en fait, là? Ça c'est des fibres de tissu qui sont dans un maillage carré, hein, qui sont
qu'on peut voir à l'œil, hein, c'est un peu moins que le millimètre, je pense, ce maillage. Quand je l'éclaire, je vois ce phénomène-là, cette croix. Maintenant, pour essayer de comprendre un peu mieux ce que c'est la diffraction, je vais toujours prendre le même genre de lumière verte, mais je vais éclairer une grille, cette fois-ci, qui va être avec des pas plus serrés. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc j'ai une même lumière, et au bout j'ai vissé une grille, et l'espacement entre les traits de cette grille, c'est 6 micromètres. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais voir la même chose? Non. Pas du tout la même chose? Si, un petit peu. Pas à la même échelle. Alors effectivement, on va faire l'expérience, et on voit que cette fois-ci, si j'éclaire une grille avec un pas beaucoup plus fin, j'obtiens, alors on ne reconnaît pas la croix, hein, et c'est tellement zoomé qu'on voit maintenant des points lumineux qui sont très espacés les uns des autres. Qu'est-ce qu'on peut en dire encore? Ils sont disposés suivant un réseau carré, d'accord? Ils sont très fins. Et ben, si je m'approche, ils se resserrent. Ah, on a une information, c'est que la distance dépend déjà de l'endroit où je regarde. Donc si je m'éloigne, ça s'écarte. Donc si je prends une grille plus serrée, ça s'écarte aussi. Et si je changeais de couleur, à votre avis, si je prenais du rouge à la place du vert, qu'est-ce qui se passerait? J'en ai pas. Si on prend du rouge, c'est ça la question. Qu'est-ce qui se passe si on prend du rouge, Gilles? Pareil. Pas tout à fait. Ça va être en fait encore un peu plus étalé. Donc, on a appris quelque chose d'intéressant, c'est que si on est capable de mesurer la distance entre deux de ces points lumineux, qu'on connaît la couleur, la distance d'observation, et c'est tout, eh bien, on est capable de remonter à la distance entre deux traits de la grille. C'est pas mal quand même. 6 micromètres, à l'œil, on ne le voit pas. Hein. Alors que là, si on fait ça avec un double décimètre, et qu'on connaît la longueur d'onde du vert et la distance d'observation, on est capable de retrouver les 6 micromètres de la grille. Bon, ça va, c'est clair tout ça? Qu'est-ce que c'est un cristal? Si on le regarde comme ça ressemble étrangement à une grille d'atomes. Alors c'est une grille tridimensionnelle, hein, elle est beaucoup plus compliquée. Mais ça ressemble étrangement à une grande grille d'atomes tridimensionnelle. Donc si je suis capable de trouver la bonne lumière à envoyer sur cet objet, en principe, je devrais observer le même phénomène. Si c'est le cas, c'est super, parce que je serai capable de calculer le pas de la grille, et le pas de la grille, c'est la distance entre deux atomes maintenant. Or, j'ai de la chance. Le pas de la grille, cette fois-ci, il est encore plus petit que tout à l'heure. C'est combien la distance entre deux atomes dans un cristal de sel? C'est à peu près la moitié d'un nanomètre. Donc un nanomètre, c'est un milliardième de mètre, c'est un millionième de millimètre. C'est très petit. Donc si je suis capable de trouver la bonne lumière pour faire cette expérience, je devrais arriver à calculer la distance entre deux atomes. Alors, quelle lumière utiliser? C'est un peu ça la question. Si j'utilise de la lumière visible, je suis capable de voir le phénomène pour des objets qui font à peu près, on a dit tout à l'heure, entre le millimètre et le micromètre. Là, on voit que la longueur d'onde que j'ai utilisée tout à l'heure, qui est le vert, dans cette petite tranche du spectre électromagnétique que nos yeux voient, le vert, c'est à peu près 550 nanomètres, eh bien, on va pouvoir voir des objets de quelques micromètres. Si je veux voir des objets de dixièmes de nanomètres, il va falloir que j'utilise une lumière qui n'est pas dans cette gamme-là, mais qui est avec ce qu'on appelle une longueur d'onde. On peut imaginer la lumière comme une grande vague d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Et la longueur d'onde, c'est la distance entre deux maximum de ma vague. D'accord ? Donc si je divise par 1000 la distance entre deux sommets de la vague, je tombe ici, je tombe pile dans les rayons X. Si je veux refaire la même expérience avec un cristal, il va falloir que j'utilise des rayons X. Et les rayons X, on ne les connaît pas depuis très longtemps en fait. On les connaît depuis Röntgen, c'est 1895, qui, de manière aussi fortuite, a trouvé
que son tube de Crookes rayonnait avec des rayons qu'il ne voyait pas, qu'il a appelés des rayons X. Et il a gentiment proposé à sa femme de faire passer des rayons X dans sa main. Et il s'est rendu compte que les rayons X pouvaient même traverser les chairs et étaient arrêtés par les os, et que ça pouvait servir de technique d'imagerie médicale. Nous, on ne va pas s'en servir pour ça, on va éclairer des cristaux avec, et on va étudier la distance entre les atomes dans un cristal. Alors, je vais vous faire une petite expérience de diffraction, non pas de rayons X, mais une expérience de diffraction simulée sur mon petit cristal qui est là. D'accord ? Alors, ce n'est pas un beau cristal, c'est plutôt un polycristal. Alors, je vais chauffer un petit peu mon cristal, d'accord ? Pour chauffer mon cristal, pour augmenter la température, il va falloir que j'augmente l'agitation thermique. Alors moi, je vais augmenter l'agitation mécanique, mais on va imaginer que c'est la température. Et donc, je vais créer un cristal qui est un peu plus joli que le cristal d'avant. Il n'est pas encore parfait, hein, il y a encore des petits défauts là-haut. Alors, il faut faire des recuits souvent hein, pour avoir de bons cristaux. Voilà. Voilà, là j'ai un cristal qui n'est pas trop mal. Et maintenant, je vais vous faire une expérience de diffraction calculée. Alors, il se trouve que l'image que vous avez vue quand vous voyez de la lumière passer à travers une grille, c'est quelque chose que l'on peut calculer avec une opération mathématique qui s'appelle une transformée de Fourier, mais qui est une opération mathématique qu'on maîtrise plutôt bien. Et voilà ce qu'on observe. Ce qu'on observe, eh ben, ce sont des points lumineux, les taches blanches qu'on voit là, qu'on va appeler, nous, des taches de Bragg. Et c'est exactement l'équivalent de ce qu'on voyait avec ce laser-là, ici, quand on éclairait une grille. Alors, quelle est la différence entre les deux images? Est-ce que c'est pareil exactement? Non, ce n'est pas exactement pareil. D'abord parce que c'est vert là, et moi, je ne suis pas fichu de l'afficher en vert dans mon programme. Donc, c'est en blanc. Ça ne compte pas. Exactement. Ici, ce sont des carrés. Et là-bas, on voit que si on regarde autour du centre, on a 6 taches qui sont disposées suivant un hexagone. Ah, ça veut dire que ce n'est pas la même grille. On a une information intéressante là, c'est que la disposition des taches dans cet espace que je vois là nous renseigne sur l'objet qu'on est en train d'éclairer. Ici, j'ai 6 taches autour du centre, disposées en hexagone, et la raison pour ça, c'est que je suis en train d'éclairer un empilement de billes, où autour de chaque bille, j'ai 6 autres billes qui sont disposées en hexagone. Alors, quand on fait une expérience, hein, on l'a dit tout à l'heure, on ne voit pas les atomes. Donc, on n'a que ça, en fait. Et la devinette, c'est de savoir où sont les atomes dans le cristal qu'on est en train d'éclairer. Donc, à partir de la disposition des taches en hexagone, on est capable de dire que la disposition des atomes dans le cristal, c'est en gros hexagonal, déjà. On peut aussi dire d'autres choses, notamment si on arrive à mesurer la distance entre les taches, comme tout à l'heure, qu'on connaît la lumière qui a éclairé notre cristal, on va pouvoir déterminer la distance entre 2 atomes du cristal. Alors, l'expérience que je peux vous proposer, c'est d'essayer d'augmenter la distance entre les atomes, et on va voir ce qui se passe sur la diffraction. Donc, on va surtout regarder la diffraction. Je vais zoomer sur mon cristal. Qu'est-ce qui se passe pour la diffraction? Les taches se resserrent. Alors ça, c'est typique de la diffraction. Plus on voit des taches serrées sur le cliché de diffraction, plus ça veut dire que les atomes sont espacés dans le cristal qu'on éclaire. Et inversement, évidemment. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire pour un cristal. Et mine de rien, quand on a fait ça, on a déterminé la symétrie des taches, donc la manière dont elles sont positionnées, et la distance entre les taches. On a su dire qu'entre chaque atome, on a 6 autres atomes, et on a pu en calculer la distance. Et bien, on a résolu une structure d'un cristal simple qui est un cristal à 2 dimensions. Ben, on a quand même résolu la structure à partir de ce cliché-là, qui est le cliché de diffraction. Alors, la diffraction, elle peut nous servir pour les cristaux, mais elle peut nous servir aussi pour les polycristaux. Donc, je vais fabriquer maintenant un cristal qui est complètement différent de ce monocristal. Il est plus facile à faire. C'est un polycristal. Je peux même faire des grains plus petits. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? On ne voit plus tout à fait comme tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on voit sur le cliché de diffraction? On voit des cercles concentriques. Ces cercles concentriques, ils nous apportent de l'information. Ils nous apportent une information parce qu'on peut en mesurer le diamètre. Et si on arrive à mesurer le diamètre, on peut
déterminer quelle est la distance moyenne entre deux atomes dans le cristal, toujours, même si c'est un polycristal qui est constitué de plein de grains et de plein de défauts. On peut aussi apprendre autre chose, c'est que le fait que ce soit des cercles, eh ben, ce n'est pas un cristal parfait. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'orientation déterminée dans ma structure que je suis en train d'éclairer. Donc voilà, pour le cas de ce qu'on appelle des polycristaux ou des poudres, hein, eh ben, on peut même aller un petit peu au-delà. Et on peut aller sonder un autre état de la matière, à votre avis, c'est lequel? Qu'est-ce qu'on peut sonder comme état de la matière encore? J'ai pas entendu. Les verres. Alors, je ne vais pas faire un verre, parce qu'un verre, c'est en fait complètement désordonné, mais solide. Là, je ne vais pas savoir faire. Mais je peux faire un liquide, effectivement, je l'ai entendu. Donc, si je fabrique un liquide, c'est quoi? C'est un état de la matière où j'ai des molécules qui sont très loin les unes des autres et très mobiles. Et quand je fais ça, eh ben, j'observe des anneaux. Cette fois-ci, ce n'est pas des anneaux aussi fins que tout à l'heure quand j'avais un polycristal. Ce sont des anneaux, on les appelle diffus, ils sont plus larges. La raison pour ça, c'est que le diamètre n'est pas bien déterminé. Et ça veut dire quoi que le diamètre n'est pas bien déterminé? Que je vais avoir une distribution de distance, donc une distance qui n'est pas bien fixée entre les molécules dans mon liquide. C'est le cas, hein, on voit que les molécules ou les atomes sont loin les uns des autres à certains endroits, plus près à d'autres. Donc ça amène à des anneaux diffus. Encore une fois, j'ai des anneaux parce qu'il n'y a pas d'orientation dans un liquide préférentiel. Voilà. Alors, je refais un polycristal et je vais revenir à ma présentation. Donc Röntgen, sa femme. Nous, quand on fait une expérience de diffraction, donc on fait ça, on prend un échantillon, on envoie un faisceau de particules, alors ça peut être des rayons X comme je viens de vous dire ça, comme je viens de vous dire là, ça peut être aussi des électrons, ça peut être aussi des neutrons, et le phénomène va être comparable, on va dire. Et si on place un détecteur derrière, on va observer ces spots lumineux, et ces spots lumineux, à partir de leur position et de leur symétrie, on va pouvoir déterminer la structure des cristaux. Alors, c'est ce qu'on fait il y a 100 ans exactement. Max von Laue, qui était un Allemand, avec des collègues à lui, qui étaient Friedrich et Knipping, ils ont fait cette expérience de diffraction où ils ont envoyé des rayons X sur un cristal de sulfate de cuivre, le même cristal bleu que celui de tout à l'heure. Ils ont obtenu un magnifique cliché de diffraction. Alors, ils n'étaient pas tout à fait convaincus par la beauté de ce cliché de diffraction. Malgré tout, c'est un cliché très important parce que c'est le premier cliché de diffraction qui montre que les cristaux ont permis de dévier la lumière qu'ils avaient envoyée dessus. Donc, avec ça, ils ont prouvé deux choses, que le sulfate de cuivre était un cristal et que les rayons X étaient de la lumière. C'est pas rien. Et ensuite, ils ont réitéré l'expérience sur un autre cristal qui s'avère être un cristal beaucoup plus beau, beaucoup mieux cristallisé. Donc, c'est un cristal de blinde, hein, de sulfure de zinc. Et on voit ici des taches beaucoup mieux définies. Et ils ont pu déterminer à partir de ça, commencer à déterminer la structure des cristaux. Alors ce n'est pas von Laue qui a fait la structure des cristaux, c'est un an plus tard, les père et fils Bragg qui ont compris pourquoi, surtout le fils d'ailleurs, qui ont compris pourquoi les rayons X étaient diffractés par les cristaux. Ils ont compris justement l'interaction entre les rayons X et les cristaux qui donne lieu à ce genre de figure qui permet de remonter à la structure des cristaux. Et Max von Laue a eu le prix Nobel en 1914, les père et fils Bragg en 1915, d'où 2014, année internationale de la cristallographie, grâce à ces gens-là. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, entre M. Röntgen en 1895, qui expérimentait avec les rayons X dans son laboratoire, et nous aujourd'hui, qui sommes beaucoup plus nombreux, 100 ans plus tard, on a complètement changé d'échelle. On a fabriqué des énormes machines que sont les synchrotrons, qui permettent de produire des rayons X très brillants, très bien focalisés, oui, mais avec des sources très petites qui permettent de faire des expériences sur des échantillons très complexes, mais on utilise exactement la même technique que ce qu'ils faisaient il y a 100 ans. Donc en fait, entre là et là, c'est un tout petit pas à l'échelle de l'humanité, évidemment, mais dans un endroit comme ça, maintenant, quand on va faire une expérience, nous, en synchrotron, qu'on tourne autour et qu'on visite les différentes installations expérimentales,
On va croiser des physiciens, des chimistes, des biologistes, des minéralogistes, des gens de l'étude des sols, hein, des géophysiciens, tout un ensemble de communautés qui travaillent autour de la même technique avec des échantillons qui se ressemblent, mais pour répondre à des problématiques scientifiques complètement différentes. Et en ça, la cristallographie est extrêmement pluridisciplinaire. Donc, on l'utilise en physique, en chimie, en minéralogie, en biophysique, en médecine, en géophysique, en archéologie pour déterminer la structure des peintures qui ont été utilisées dans des objets d'art. Donc des objets d'art également. Les mathématiciens apportent leur contribution à cette science qu'est la cristallographie parce qu'elle est basée sur des outils de géométrie. Dans les aliments, on trouve aussi des cristaux. Les architectes s'inspirent de la cristallographie pour construire leurs édifices. Donc la cristallographie, c'est en fait une science qui est très pluridisciplinaire, assez éloignée de l'image qu'en ont les gens qui se résument très souvent à la beauté des minéraux, qui est déjà un grand pan de la science des cristaux, mais qui en fait englobe tout ça. Alors pourquoi on s'intéresse à tous ces cristaux et à tous ces objets? Parce qu'en fait, c'est leurs propriétés physiques, chimiques, biologiques qui nous intéressent. Donc je vais passer en revue certaines de ces propriétés. Alors la calcite que vous avez vue, que vous êtes fait passer de l'un à l'autre, a une propriété optique très particulière. C'est que si vous la placez sur une feuille, tiens, je vous la refais passer si vous voulez refaire l'expérience sur des feuilles que vous avez peut-être sous la main ou que vous n'avez pas. Sinon, vous avez peut-être un téléphone. Tout le monde a un téléphone dans la poche. Et donc, vous avez sûrement observé ce phénomène qu'on appelle la biréfringence, qui fait que quand la lumière passe à travers un cristal de calcite, ce faisceau de lumière se divise en deux et on peut lire deux fois les choses qui sont inscrites sur la feuille. Et ça, c'est directement relié à la structure de ce minéral, qui est un cristal anisotrope. Alors, le graphite et le diamant, ce sont, comme vous le savez, deux cristaux qui sont faits avec les mêmes atomes. C'est du carbone, les deux. Ici, on a du graphite, ici, on a du diamant, sauf que la manière dont s'agencent les atomes n'est pas du tout la même. Ici, on a un modèle de structure de graphite. On voit tout de suite, quand on le regarde comme ça, que c'est un composé extrêmement lamellaire. Et ici, on a le diamant, qui est un composé beaucoup plus compact. Et les propriétés de ces deux objets sont évidemment complètement différentes. Le graphite est un matériau friable. Il conduit le courant dans ces plans-là, qu'on appelle les plans de graphène. Il conduit moyennement la chaleur et il est noir. La raison pour laquelle il est noir, c'est que chaque atome de carbone, si vous regardez bien, n'est lié qu'à 3 autres atomes de carbone. Et en fait, il va lui rester un électron qui n'est pas apparié, qui va pouvoir absorber la lumière. Le diamant, c'est complètement différent. Chaque atome est relié à 4 autres atomes de carbone. On appelle ça des liaisons covalentes. Il n'y a plus d'électrons libres que ceux utilisés pour faire les liaisons. Il ne va pas absorber la lumière, parce qu'il ne peut pas. Et donc, il est transparent à la lumière visible. Lui, c'est un excellent conducteur thermique, c'est un isolant électrique et c'est un matériau qui est très dur. Donc, c'est deux matériaux qui ont des propriétés complètement aux antipodes. Et on va pouvoir les utiliser pour des applications différentes. Le graphite, évidemment, on va pouvoir s'en servir pour faire des crayons à papier. En déposant ces feuillets très friables sur une feuille, on va pouvoir écrire. Le diamant, on ne va pas essayer d'écrire avec, sinon on transperce la table. Mais on va pouvoir s'en servir pour ses propriétés esthétiques et pour ses propriétés de dureté, pour faire des abrasifs, pour couper n'importe quel autre matériau plus dur, qui est trop dur pour un autre matériau. On va utiliser du diamant qui est plus dur que la plupart des autres matériaux. J'ai déjà parlé des propriétés mécaniques, donc je vais peut-être un petit peu passer. Il y a certains cristaux qui sont des piézoélectriques, ça veut dire que quand on appuie dessus, ils vont se mettre à avoir une tension. Donc on va pouvoir mesurer une tension quand on appuie dessus, et inversement. Donc ça, c'est très utilisé, évidemment, parce que ça permet de construire des monstres, pas des monstres, non, des montres. On va pouvoir peser des objets très légers, très précisément, en faisant des micro-balances à quartz. On pose sur la balance, on mesure une tension et ça nous dit quelle est la masse de l'objet. On va pouvoir construire des accéléromètres pour les gens qui aiment bien jouer aux jeux vidéo. On va pouvoir déplacer des lentilles très finement dans les téléobjectifs autofocus. Voilà, donc ça c'est le genre d'application des cristaux qui nous entourent au quotidien et auxquels on ne pense pas forcément. Et évidemment, il y a une grande partie actuellement de la cristallographie qui s'intéresse à la structure des molécules du vivant,
des protéines en particulier. J'ai déjà dit tout à l'heure que fabriquer des cristaux de protéines, c'est un vrai challenge scientifique. Donc c'est souvent là qu'est la plus grande difficulté pour les biocristallographes, fabriquer des cristaux. Par contre, ensuite, ils vont utiliser la technique de diffraction des rayons X, comme je vous l'ai montré, pour enregistrer énormément de ces clichés-là, avoir accès au maximum de tâches de diffraction qu'ils peuvent, et à partir de ça, ils ont des méthodes pour revenir exactement à la forme de la molécule et où se trouvent les atomes et les électrons dans ce genre de structure. Alors ça, mine de rien, ça a conduit à la résolution de structures biologiques qui sont extrêmement importantes pour le vivant, en particulier la structure en double hélice de l'ADN, dont Pascal pourrait vous parler mieux que moi, hein, mais qui a donné lieu à l'attribution de prix Nobel en 1962, de molécules complexes comme la vitamine B12, de l'insuline, et le prix Nobel 2009 a été attribué pour la structure du ribosome, qui est aussi évidemment une molécule extrêmement importante pour le fonctionnement des cellules. Je vais terminer en parlant des quasi-cristaux. Alors Jean-François Sadok est là, et Anuradha aussi, Jagannathan est là, et il pourrait en parler beaucoup mieux que moi, mais je vais simplement vous faire ressentir quelque chose. C'est qu'il existe des cristaux un peu particuliers, qu'on appelle des quasi-cristaux, et qui ne sont pas faits avec les briques élémentaires que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il existe qu'un petit nombre de briques élémentaires qui permet de fabriquer des cristaux. En réalité, il existe des structures un peu particulières qui ne sont pas faites avec ces briques, mais qui méritent l'appellation de cristal. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi, en réutilisant mon petit programme. Donc, je vais montrer à ce programme un objet qui est celui-là, c'est mal fichu. Cet objet-là, il faut que j'arrête de bouger. Ah, le but est de compter les tâches après, donc il faudrait... Voilà. Je vais peut-être utiliser l'autre côté. Voilà. Donc je suis en train d'éclairer un pavage, en fait, qui est un pavage de Penrose. Et si vous comptez le nombre de branches de ce qu'on est en train de voir sur le cliché de diffraction, vous trouvez combien? On trouve 10, et aussi, on ne voit pas seulement des branches diffuses, mais on voit aussi des spots lumineux, qui sont donc des taches de diffraction. Et ça, c'est un peu bizarre, parce que la définition du cristal que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est que c'est un empilement jusqu'à l'infini de briques élémentaires toutes identiques. Et ce que je suis en train d'éclairer, ce n'est pas ça du tout. C'est un pavage qui est fait de deux types de briques différents, et surtout, qui n'est pas du tout périodique. C'est-à-dire que si vous regardez un des objets du pavage, vous n'allez pas arriver à le reproduire de manière régulière pour reconstruire toute la figure. Donc ça a un peu cassé la tête des chercheurs qui ont étudié ces cristaux, parce qu'on voit des taches de Bragg en diffraction, et pourtant ce n'est pas un objet périodique. On a appelé ça un quasi-cristal, parce qu'il a quand même des symétries locales qui respectent des règles particulières. Mais je ne vais pas en dire plus, et je vais juste vous dire que du coup, à cause de ça, on a dû changer la définition de cristal. Donc, cette découverte des quasi-cristaux a fait l'objet de l'attribution du prix Nobel de 2011. Donc je vous rappelle, la première définition du cristal, c'est un empilement périodique jusqu'à l'infini de briques élémentaires qui contiennent toutes le même motif d'atomes. Et depuis 1992, on a changé la définition parce qu'on a découvert 10 ans plus tôt ces cristaux-là qui sont des quasi-cristaux. Alors accrochez-vous bien. Par cristal, on désigne un solide dont le diagramme de diffraction est essentiellement discret, et par cristal apériodique, un cristal dans lequel la périodicité tridimensionnelle peut être considérée absente. Bon, on va simplifier les choses en disant que si vous prenez un objet solide, que vous le mettez devant un faisceau de rayons X, vous mesurez derrière, si vous voyez des taches lumineuses, vous avez un cristal. D'accord ? Pour la plupart des cas, la première définition est aussi valable, mais pas pour les cristaux, les quasi-cristaux ou les cristaux apériodiques, qui n'ont pas en fait de périodicité dans le cristal. Je vais terminer par une question quiz. Ce sont deux clichés de diffraction qui ont été mesurés il n'y a pas longtemps,
fin 2013. La question, c'est où ont été mesurés ces clichés de diffraction? Il n'y a pas de choix là. Alors, si vous avez bien regardé tout à l'heure ma petite expérience, vous voyez que ce sont des anneaux. Alors, on voit que la moitié des anneaux, hein, il faut imaginer qu'il y a l'autre côté là. Ce sont des anneaux assez fins, donc très certainement, on est en train d'éclairer quel genre de matériau? Un cristal, un polycristal ou un liquide? Un polycristal, donc une poudre. Alors, où est-ce qu'à votre avis cela a été pris? C'est pas au LPS. Non. C'est sur Mars, exactement. Donc actuellement, il y a un petit robot qui s'appelle Curiosity, qui est assez curieux, qui se balade à la surface de Mars, qui collecte des échantillons polycristallins, hein, il ramasse du sable en gros. Et lui, il a un système de diffraction au rayon X embarqué, qui s'appelle Chemin, ça a été fait par les Français. Et donc, il prend ces échantillons, il les éclaire avec des rayons X, et il essaye de comprendre la structure du sol de Mars, et notamment de répondre à une question: y a-t-il de l'eau sur Mars? Alors, ces deux clichés, c'est deux clichés qui ont été pris sur deux échantillons différents. Et il y a une différence entre les deux. Et la différence, elle est au centre ici. On voit qu'ici, on a un signal qu'on ne mesure pas de ce côté-là. Et ça, très certainement, ce sont des argiles qui se gonflent sous l'effet de l'eau. Et donc, il est fort probable que ce signal vienne de ces argiles qui gonflent avec de l'eau. Voilà, donc la diffraction permet de répondre à des questions auxquelles on ne s'attend pas. Et ça, c'est un exemple assez convaincant. Voilà, je vous remercie pour votre attention.